Amnistie en Pologne, 650 prisonniers politiques vont sortir de prison. Le révérend Moon sous les verrous pour fraude fiscale, les sectes de nouveau en question aux États-Unis. Jacques Chirac passe à l'offensive, il critique très vivement le projet de référendum de M. Mitterrand. Le Tour de France, Fignon gagne encore contre la montre, mais pour moins d'une seconde seulement. Bonsoir. Les prisons s'ouvrent en Pologne. Ce matin, le Parlement polonais, la Diète, a adopté presque à l'unanimité une loi d'amnistie. Elle prévoit la libération de 650 prisonniers politiques, c'est-à-dire presque tous. Une exception tout de même, Bogdan Lis, le numéro 2 de la direction clandestine de Solidarité. Mais les autres dirigeants de Solidarité et même les dirigeants du corps bénéficient de l'amnistie. L'occasion de cette amnistie, c'était le 40e anniversaire de la Pologne populaire. Une date très importante donc pour la Pologne. Cela signifie aussi que le pouvoir s'est consolidé à l'intérieur du pays, mais qu'en revanche, il tient compte de l'opinion des pays occidentaux. Maurice Werther. Ce que le Parlement polonais célèbre en grande pompe, en présence d'invités de marque, les représentants des pays de l'Est, et notamment M. Tikhonov, chef du gouvernement soviétique, et en présence de tous les hauts dignitaires du régime, y compris le général Jaruzelski, ce n'est évidemment pas la loi d'amnistie, mais le 40e anniversaire de la République de Pologne, créée en exil en URSS, le 21 juillet 1944. Mais quand même, la loi d'amnistie a été votée à l'occasion de cette fête. 652 détenus politiques, soit la quasi-totalité, sont libérés, avec des exceptions de taille. Par exemple, M. Bogdan Lis, numéro 2 de Solidarité, le numéro 1, M. Walesa, lui, de toute façon, n'est pas en prison. Bogdan Lis n'est pas libéré sous prétexte que son inculpation, probablement haute trahison, n'est pas encore définie. Il y a également 2 prêtres, dont l'abbé Jankowski, confesseur de Walesa, qui sont exclus de la loi d'amnistie. Ils sont en liberté provisoire, mais menacés de 10 ans de prison pour abus de sacerdoce. À part cela, 35 000 détenus de droit commun, eux, sont remis en liberté sans problème. Vous allez voir maintenant, sur des images d'archives, quelques-uns des plus célèbres parmi ceux qui vont être libérés des militants du corps, le comité de défense sociale, Joseph Kouron, Adam Michnik et 2 autres. Il y a aussi 7 militants de Solidarité, ils ont passé déjà plusieurs années en prison. Quelles que soient les réserves, les limites, les exclusions, les arrière-pensées de la loi d'amnistie, c'est quand même un événement positif. 652 détenus politiques ouvertement en conflit avec le pouvoir, qui n'ont rien abjuré, ni rien promis pour sortir de prison, et qui vont être libérés. C'est aussi un geste de politique extérieure. Dès la loi martiale du 31 décembre 1981, les pays occidentaux, les États-Unis en tête, ont décrété des sanctions économiques contre la Pologne. Si les choses s'arrangent, la Pologne respirera un peu mieux et les Polonais mangeront un peu mieux. Or, il se trouve que l'Amérique, en fait le président Reagan, est tout à fait disposé à assouplir sa position. Ce n'est pas, bien sûr, par bonté d'âme que M. Reagan se laisse attendrir. La campagne électorale est ouverte. Il s'agit pour lui de se faire réélire le 6 novembre. Il a tout intérêt à passer, non pas pour un bout de feu anticommuniste obsessionnel, mais pour un conciliateur, surtout à l'égard de la Pologne. N'oublions pas, rien que dans la région de Chicago, il y a plusieurs millions d'électeurs américains d'origine polonaise. C'est lundi qu'en Israël auront lieu les élections législatives, des élections très importantes car il est probable que la majorité va changer de camp. Les derniers sondages en effet donnent vainqueur le parti travailliste de M. Shimon Peres. Mais le résultat de ces élections est encore très incertain. Le scrutin en Israël a lieu à la proportionnelle. Cela favorise donc les petits partis. Ensuite, les leaders politiques doivent trouver des alliances avec ces petits partis pour gouverner. Une chose est sûre en tout cas, après les élections, quel que soit le vainqueur, Israël entrera dans une période de rigueur économique. Il faut par exemple résorber l'inflation qui atteint des taux records, plus de 300% par an. Les derniers jours de la campagne électorale vécus par Charles Anderlin. Les derniers sondages publiés par la presse israélienne prédisent une très nette victoire de l'opposition travailliste. Une avance de plus de 12 sièges sur le Likoud, le parti au pouvoir. Mais les instituts de sondage en Israël se sont très souvent trompés dans le passé. Alors, dans les 2 camps, on est persuadé que les jeux sont loin d'être faits. Le parti travailliste estime qu'il a le vent en poupe. Son dernier meeting électoral ici à Tel Aviv, jeudi, a été un succès. Le Likoud, pour sa part, ne veut juger que par la température de la rue. Et sa dernière grande manifestation, à Tel Aviv aussi, a rassemblé 100 000 personnes. Des cris de « Vive le Likoud »,« Vive Shamir », mais aussi de « Begin, Begin ». L'ex-premier ministre, que ses partisans ne veulent pas oublier, est le grand absent de cette campagne. Il ne s'est toujours pas prononcé publiquement en faveur de son parti. Depuis sa démission l'année dernière, il n'est pas sorti de son domicile à Jérusalem. Même ses voisins ne l'ont pas vu, seuls ses proches lui rendent visite.
Mais selon des rumeurs démenties jusqu'à présent, le Likoud pourrait diffuser ce soir un appel enregistré de Begin dans le cadre de sa propagande électorale. Cela pourrait décider des électeurs indécis à voter Likoud. Pour cet hebdomadaire de gauche, Begin est la dernière carte de la coalition au pouvoir. En bref encore, dans l'actualité internationale, en Grande-Bretagne, les 35 000 dockers ont ratifié l'accord avec leurs employeurs. Cela confirme la fin de la grève et du blocage des ports. En Union soviétique, 3 explosions nucléaires souterraines au nord de la mer Caspienne. Elles se sont produites la nuit dernière. C'est un institut suédois qui a enregistré ces explosions. 7 autres explosions de cette nature ont déjà eu lieu en Union soviétique cette année. Enfin, au Proche-Orient, un détournement d'avion qui s'est bien terminé tout à l'heure, sans effusion de sang. Un Boeing libanais avait été détourné entre Abu Dhabi et Beyrouth. Après 5 heures de suspense, le pirate a été arrêté. Tous les passagers et les membres de l'équipage ont été libérés sains et saufs. Aux États-Unis, le révérend Moon est en prison. Sun Myung Moon, c'est le fondateur de la secte du même nom, ou plus précisément de l'Église de l'Unification. Moon a été incarcéré pour 18 mois. Il avait été convaincu de fraude fiscale. Alain Cancès, aux États-Unis. L'unification du révérend Moon n'est plus dans ce building de Manhattan. Cette nuit, il a été symboliquement transféré à la prison de Danbury dans le Connecticut, où le révérend Moon est arrivé peu avant minuit pour y être enfermé pendant au moins 6 mois. De sa cellule, le révérend Moon ne sera pas autorisé à continuer à diriger son église. La loi américaine interdit en effet aux détenus de continuer à s'occuper de leurs affaires. Dans sa prison, loin de la foule, le révérend Moon dormira en dortoir et devra travailler, sans doute aux cuisines. Il pourra bien sûr continuer à pratiquer sa religion, mais il lui est interdit de prêcher la bonne parole aux autres détenus. Les autres responsables de l'Église de l'Unification ont eux aussi quitté le building de Manhattan. Et dans les rues de Danbury, Connecticut, ils cherchent des locaux pour y installer le siège provisoire de l'Église de l'Unification. Curieusement, de nombreuses organisations religieuses et de nombreuses sectes prennent la défense de Moon aux États-Unis. Ils n'hésitent pas à crier à la persécution religieuse. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que l'incarcération de Moon relance la polémique sur les sectes. Des sectes qui prolifèrent aux États-Unis et dans beaucoup d'autres pays maintenant. Moon prétend par exemple avoir 50 000 fidèles aux États-Unis, jusqu'à 3 millions dans le monde entier. En France, la secte Moon a aussi fait beaucoup d'adeptes. Jean-Claude Darigo. Sun Myung Moon, 64 ans, fondateur de l'Église de l'Unification et gourou de 3 millions de fidèles dans le monde, 500 adeptes en France, des jeunes pour la plupart, des jeunes recrutés sur la voie publique et séduits par des discours de paix et d'harmonie universelle. La doctrine de Moon est simple. Venez chez nous, dit-il, je vous apprendrai le vrai christianisme, d'autant plus, autant le dire, mais à voix basse, que le Christ, c'est moi. Jésus, l'autre Christ, a tout raté. Moi, je vous donnerai la clé du bonheur. Usure du langage des églises établies, fin de spirituel, le discours de Moon et de ses disciples, ça marche. Et ça marche tellement que Pierre, Brigitte, Hans ou Pablo, étudiants en sciences, femmes mariées avec des enfants ou chefs d'atelier chez Citroën, vont en quelques jours quitter leur travail, leur métier et se livrer entre les mains du révérend ou de ses représentants. Le chef charismatique, le maître initiateur, appelez-le comme vous le voudrez, dit aux néophytes, si vous voulez obtenir l'extase divine, c'est pas compliqué. Il faut dormir peu, manger peu, prier beaucoup et travailler le reste du temps. Très vite, à ce rythme, le néophyte perd son sens critique parce que la censure ne fonctionne plus. Il n'est plus capable de trier le vrai et le faux. Quand on entre chez Moon, c'est souvent pour ne plus en sortir. Des parents apprennent que leurs garçons ou leurs filles sont partis au Japon, aux États-Unis, en Italie. Leur courrier est navrant, délire mystique, bavardage fade et complètement déconnecté du réel. Certains ont le courage ou la santé de partir, mais l'après-Moon est la plupart du temps difficile. Et tous les membres de la UCM qui en sont sortis ont les mêmes symptômes après. C'est de se sentir un peu persécuté par le mal ou par Satan. Ce qu'il faut bien dire, c'est que le ciel nous parle énormément de Satan. Et d'ailleurs, on prononce beaucoup plus le mot Satan que le mot amour. Depuis 24 heures, le révérend Moon est sous les verrous pour fraude fiscale. Il n'y a pour le moment aucune protection légale contre la fraude des consciences.
La politique, Laurent Fabius à la cote. Demain, un nouveau sondage du journal du dimanche montrera que 55% des Français sont satisfaits de la nomination de Laurent Fabius comme Premier ministre, 12% seulement de mécontents. Cela confirme les chiffres publiés par le Parisien libéré et le Quotidien de Paris. Jacques Chirac, lui, est passé à l'offensive dès aujourd'hui. Le président du RPR n'a pas attendu le comité central de son parti qui doit se tenir demain à Paris. Dans sa circonscription de Corrèze, à Port-les-Orgues, il a eu dès aujourd'hui donc des paroles très dures pour les initiatives du chef de l'État et surtout pour le projet de référendum. Écoutez M. Chirac. Ce qu'il faut, c'est une définition stricte de ce qui est le domaine des libertés et la définition d'une procédure avec référendum d'initiative du chef de l'État, certes, mais qui permette de faire en sorte qu'une simple majorité de circonstances à l'Assemblée nationale ne soit pas susceptible de toucher à ce qui est le plus essentiel dans nos traditions et notamment nos libertés, sans qu'il y ait une véritable consultation populaire ou à tout le moins un accord des deux assemblées de la République. Et ça, c'est, je crois, le vrai problème. On ne joue pas avec le référendum. Le référendum n'est pas fait pour faire des coups politiques. Le référendum est fait pour poser de véritables questions. Quand le général de Gaulle demandait oui ou non à l'Algérie, oui ou non à l'élection au suffrage universel pour le président de la République, il posait une vraie question politique. On pouvait être pour, on pouvait être contre, et on l'exprimait. Il ne faut pas s'amuser avec la technique du référendum pour tenter de faire un coup politique. Les derniers événements politiques inciteront-ils les Français à lire plus de journaux ou tout au moins plus de journaux d'opinion? On peut se poser la question car la tendance actuelle est plutôt inverse. Les journaux d'opinion perdent des lecteurs et en grand nombre. Une étude fort sérieuse du CESP, c'est-à-dire en fait des publicitaires, réalisée sur les 8 derniers mois, montre que les Français ont tendance à moins lire ce type de presse. En revanche, la presse spécialisée gagne des lecteurs. L'enquête de Frédéric Blassel. Une confirmation, les Français lisent moins de journaux qu'il y a 10 ans. Les quotidiens perdent en moyenne 1,6% de leurs lecteurs. C'est la presse spécialisée qui, au contraire, réalise le meilleur score. Oui, c'est sûr que des magazines informatiques, électroniques, etc. qui se vendaient moins il y a un certain temps, maintenant marchent mieux, c'est évident. 12-18, vous m'excusez, 12-18 et 18 et 9, 27. La presse quotidienne régionale échappe à ces résultats décevants avec un tassement limité de son audience. En revanche, pour les quotidiens parisiens sondés par le CESP, c'est moins brillant. Ils ont perdu en un an 200 000 lecteurs. Mais la baisse la plus significative est celle des hebdomadaires d'information, ceux que l'on appelle les news magazines. Le trio de tête, l'Express, le Point et le Nouvel Observateur reculent de 3 à 10%. De nouveaux concurrents sont apparus. La part des news magazines a été, depuis une dizaine d'années, assez surestimée. C'était les seuls titres qui permettaient d'atteindre des cadres supérieurs, masculins en général, décisionnaires dans les entreprises, en même temps que décisionnaires sur le plan privé. Cela a attiré évidemment beaucoup d'éditeurs qui ont essayé de créer des journaux concurrents des news magazines, soit qu'ils soient purement des news magazines, soit qu'ils soient plutôt ce qu'on appelle dans notre métier des pitchers magazines, comme le Figaro magazine, Match, qui s'est redressé, etc. Et effectivement, le gâteau publicitaire est maintenant partagé entre un beaucoup plus grand nombre de titres que ce n'était le cas il y a 10-12 ans. Un recul qui s'explique en partie par une modification des comportements de lecture. De nouveaux périodiques répondent à une nouvelle demande. Et toute la difficulté pour les éditeurs est de répondre à ces nouveaux besoins. Si on connaissait exactement ce que souhaitent les gens, ce serait formidable. On essaye un petit peu de voir. On compte beaucoup sur le talent des rédacteurs et des photographes pour plaire aux gens. Vous voyez, il y a une partie de tennis là. Hein. C'est-à-dire qu'on essaie de prévoir ce que les gens souhaitent, mais il faut également trouver des gens qui soient capables d'avoir cette sorte de voyance médiumatique pour savoir ce qu'il faut mettre dans un journal pour que les gens l'achètent. Les éditeurs doivent donc mieux connaître leurs lecteurs. Le public est plus exigeant et plus spécialisé. Il s'intéresse plus particulièrement à la culture, à la santé, à l'économie ou au sport. D'autre part, les foyers comptent moins de personnes. Un même journal est lu par moins de gens. Enfin,
La télévision n'est pas une concurrente déloyale de la presse écrite. C'est elle qui permet à beaucoup de magazines spécialisés de se développer. Un nouvel attentat contre des intérêts français en Espagne. Un cocktail Molotov a été lancé contre le local d'un concessionnaire Renault à Bilbao. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Et puis en Grèce, un incendie terrible dans la banlieue d'Athènes. Il n'y a pas de victimes, mais l'incendie attisé par les vents violents se rapproche de la grande banlieue. Il a déjà causé des dégâts importants et plusieurs maisons ont été détruites. 4 nouveaux cas de botulisme en France à cause des asperges. Le botulisme, c'est un empoisonnement grave produit par une toxine dans les conserves avariées. Ces 4 cas ont été signalés à Caen. Ils seraient dus à la consommation d'asperges en conserve importées d'Espagne. La Direction générale de la santé a réagi aujourd'hui. Elle recommande vivement aux consommateurs de s'abstenir de manger de ces asperges en conserve en provenance d'Espagne. L'assassinat d'un gendarme dans le Gard. 200 gendarmes participent maintenant aux recherches dans ce département et dans les départements voisins pour retrouver l'assassin du gendarme de Sommières. Les recherches se poursuivent sans résultat pour l'instant, mais les 2 tueurs ont pu être identifiés. Enfin, notre ami Alain Bougrain-Dubourg a été interpellé à Nice par la police alors qu'il tentait de sauver une jument de l'abattoir. Alain Bougrain-Dubourg, c'est le réalisateur, vous le savez bien sûr, de Terre des Bêtes sur Antenne 2. Il a été pris en flagrant délit alors qu'il tentait d'enlever une jument vouée à l'abattage et son poulain alors qu'une réglementation interdit d'emmener à l'abattoir une jument pleine. Alain Bougrain-Dubourg a été interpellé avec ses amis. Ils ont été relâchés 1h30 plus tard. Le sport maintenant et le Tour de France tout d'abord. Laurent Fignon va triompher demain à Paris. Rien ne peut l'empêcher de gagner ce Tour maintenant, sinon un accident, ce que personne ne lui souhaite bien sûr. Ces 10 minutes d'avance sont suffisantes avant la dernière étape, apothéose sur les Champs-Élysées à Paris. Aujourd'hui, Fignon a encore réalisé un exploit en gagnant l'étape contre la montre à Villefranche. Mais il s'en est fallu d'un rien, moins d'1 seconde, ce qui est absolument exceptionnel dans une course de plus d'1 heure et de 51 km. L'homme le plus populaire du Tour s'élance. Bernard Hinault, dominé par Fignon, veut ce soir sa victoire d'étape. Et il se bat, Hinault. Malgré une crevaison, il prouve qu'il termine bien le Tour. En champion, en se battant, il couvre les 51 km en 1 heure 7 minutes et 55 secondes. Un bon temps, mais ce n'est pas suffisant. Il est 3e. Sean Kelly, l'homme du début de saison, va vite. Son but, le maillot vert et une victoire d'étape. Fignon lui connaît un problème mécanique, change de vélo et reste dans les temps. Car devant, Kelly en termine dans l'excellent temps d'1 heure 7 minutes et 19 secondes. Et regardez Kelly, il se relâche avant la ligne. Voici maintenant les 200 derniers mètres de Fignon. Suivez bien le chronomètre. Le maillot jaune a l'énergie pour réaliser le même temps que l'Irlandais. 48 millièmes de seconde à l'avantage de Fignon. 48 millièmes de seconde après 51 km. C'est dur pour Kelly. On est égalité avec Kelly à mon avis. On a roulé aussi vite l'un que l'autre. 4 dixièmes, qu'est-ce que c'est? Ça représente une demi-roue. Bon bah d'accord, c'est moi qui ai le meilleur chrono, mais enfin Kelly a fait exactement la même course. Sean Kelly se console en endossant le maillot vert. Pour Fignon, l'état de grâce continue. 5e victoire d'étape pour le Parisien. Demain, le bouquet final avec l'arrivée sur les Champs-Élysées. Au classement général, Hinault est maintenant à 10 minutes 32 secondes de Fignon. Les Mondes 3e à 1 minute 14 d'Hinault. 4e Millard, 5e Kelly. En athlétisme, Marita Koch, l'Allemande de l'Est, a égalé son record du monde du 200 mètres. Aujourd'hui, 21 secondes 71, c'était à Potsdam. Hier soir à Berlin, 2 autres records du monde prestigieux sont tombés. Pour la première fois, un homme a lancé le javelot à plus de 100 mètres. 104 mètres 80 pour l'Allemand de l'Est, Uwe Ohn. Et le saut hauteur féminin, 2 mètres 07, a été battu par la Bulgare Andonova. Regardez bien cet homme, il entre dans l'histoire de l'athlétisme. Un jet fantastique de puissance et Uwe Ohn peut s'applaudir. Le jeune colosse sait déjà qu'il a réussi un exploit. Son javelot, après une course interminable dans les airs, va se planter à l'extrême limite de la pelouse. On mesure la distance, 104 mètres 80, plus qu'un nouveau record du monde, le franchissement d'une barrière mythique. Et de quelle manière? La meilleure performance mondiale enfoncée de plus de 5 mètres. C'est la consécration et une belle revanche pour Uwe Ohn, recordman d'Europe, mais absent des Jeux Olympiques. Reste que son jet pose désormais un problème aux organisateurs de meetings. Les stades risquent de se révéler désormais trop petits pour les épreuves de javelot.
Elle a les jambes de Tamara Bikova, la même coupe de cheveux et autant de détente que Tamara Bikova, mais ce n'est pas Tamara Bikova, c'est Ludmila Andonova, la nouvelle record woman du monde de saut en hauteur, 2,07 m à son premier essai, 8 cm de plus que son record personnel. Les athlètes de l'Est ont gagné leur pari, il sera difficile de les oublier à Los Angeles. En France, le marcheur Gérard Lelièvre a battu le record de France de l'heure à la marche, donc avec 15 km 94. C'était ce matin en Seine-Maritime. En tennis, Henri Lecomte s'est qualifié pour la finale du tournoi de Stuttgart. Il a battu le Tchécoslovaque Smid très facilement en 2-7. Et puis enfin en automobile, c'est Nelson Piquet sur sa Brabham qui partira en pole position dans le Grand Prix de Grande-Bretagne à Brands Hatch demain. Il a réalisé le meilleur temps de la dernière séance d'essai. En première ligne, il y aura donc Piquet et Prost, devant Lauda et De Angelis sur McLaren et sur Lotus, devant Rosberg et Warwick. En cinquième ligne, Patrick Tambay partira et René Arnoux sera en sixième ligne. Au départ, il y aura aussi les deux Tyrrell. Pourtant, ces voitures ont été disqualifiées par la Fédération internationale pour une tricherie récente. Mais un tribunal leur a permis tout de même de courir. L'affaire Tyrrell secoue en ce moment le monde de la Formule 1. Le reportage de Patrick Montel. Voilà la voiture par qui le scandale est arrivé. Un scandale d'autant plus grand qu'il frappe celui que le monde de la Formule 1 considérait comme le meilleur directeur d'écurie. Ken Tyrrell est anglais et, ironie du sort, son exclusion lui interdit de prendre le départ de son Grand Prix à Brands Hatch. Cette décision n'est pas objective, ce n'est pas un tricheur, c'est un concurrent compétitif. Et c'est pour ça qu'on a voulu le sortir de la course. Bon, je pense qu'en tout cas, les tribunaux civils peuvent difficilement intervenir dans ce genre d'action. C'est comme si en rugby, tout d'un coup, on allait chercher un tribunal civil pour juger si l'arbitre avait donné une mauvaise faute ou pas. Je pense que c'est relativement grave parce qu'il ne faut pas oublier que dans le cas de la Formule 1 où il y a beaucoup d'argent qui est investi, par exemple si quelqu'un se qualifie en trichant, en utilisant des moyens illégaux, il empêche une autre voiture de se qualifier et en fait il lui vole beaucoup d'argent. De quoi s'agit-il? Les monoplaces doivent peser un poids minimum de 540 kg à l'arrivée des Grands Prix. Avec les matériaux modernes, on peut construire des voitures plus légères, donc plus rapides. Mais la réglementation l'interdit. On accuse Ken Tyrrell d'avoir compensé la légèreté de ses voitures en lestant quelques tours avant l'arrivée le réservoir d'eau de billes de plomb, ce qui signifie que les Tyrrell étaient en dessous du poids limite. Tant que nous pourrons présenter notre cas, nous prouverons que nous sommes innocents. Nous pensons qu'il y a un doute suffisant au sujet du résultat des analyses qui ont été faites. Cela montre que la voiture est légale. Le Suédois Johansson risque donc de se retrouver au chômage, mais Ken Tyrrell a obtenu un jugement de la Haute Cour de Londres l'autorisant à participer au Grand Prix dimanche. Une décision en complète contradiction avec celle prise par la Fédération internationale qui a voulu punir sévèrement ceux qui essayent de contourner le règlement. Ce que je pense, c'est que c'est une décision qui vient, qui est très dure pour Tyrrell parce que bon, ça lui supprime bien entendu la moitié de la saison, ça met peut-être 60 personnes au chômage, plus de pilotes, les sponsors qu'il aurait pu contacter pour l'année prochaine. C'est très très difficile pour une équipe comme Tyrrell. En attendant, les Tyrrell participeront au Grand Prix dimanche. Nous avons essayé de joindre les responsables de la fédération sans obtenir de réponse. Mais il semble très probable que les Tyrrell illégales ne seront pas classés officiellement, et ce, quel que soit leur résultat à l'arrivée. Il y avait aussi un tiercé aujourd'hui, il se courait à Évry. Voici l'ordre d'arrivée, le 2, le 11 et le 6. C'est un petit tiercé, il y avait peu de chevaux au départ. Dans l'ordre, ce tiercé rapporte 675 francs, dans un ordre différent, 135 francs, tout cela pour 5 francs. Demain, il y a encore un tiercé, et cette fois, il se court à Maisons-Laffitte. Alors voici les pronostics de Pierrette Bresse, le 13, le 9, le 14, le 11, le 2, l'As, le 5 et le 8.
Le temps, eh bien, le soleil brillait un peu partout aujourd'hui. Les plages aujourd'hui étaient noires de monde, bien sûr. Et quand le soleil brille, les corps se dénudent. C'est en tout cas la mode l'année dernière. C'était la mode l'année dernière, mais il semble que les modes changent assez vite d'une année à l'autre. La tendance, en effet, cette année, en début d'été, c'est le retour à un peu plus de tissu sur la peau. C'est en tout cas ce qu'a constaté Jean-Jacques Dufour sur la Côte d'Azur. Le string, cette ficelle qui ne protégeait pas des rayons du soleil, n'est plus à la mode. Cette année, sur les plages, les femmes vivent au rythme des enroulados brésiliens. Un enroulado, ce n'est pas un plat cuisiné, c'est un maillot que l'on roule pour mieux bronzer. Les une pièce façon film hollywoodien des années 50 sont également de retour sur nos plages. J'en ai 30. Pourquoi faire? Parce que j'aime bien les maillots de bain. Ce qui tendrait à prouver que quand on aime, on ne compte pas. Et vous avez acheté quel genre cette année? Cette année, alors celui-là qui est un petit peu excentrique, 2 pièces, mais original, et 2 maillots une pièce, parce que les maillots une pièce, cette année on les fait de façon à ce qu'on puisse les rouler et les mettre en une pièce. Donc vous pouvez bronzer et vous le remontez pour aller à l'eau par exemple. Et pour moi qui ne suis pas très grande, je les prends très échancrés et ça me grandit. J'en ai 4. Et vous les choisissez en fonction de quoi? De ma taille, je suis trop grosse. Et ça coûte combien un maillot brésilien? Ça coûte 420 francs à peu près. À propos, vous savez combien il s'est vendu de ces petits morceaux de tissu? 100 millions l'année dernière en Europe, 18 millions en France. Le maillot de bain, c'est donc une industrie, mais c'est aussi une façon d'exprimer sa personnalité ou de soigner son look. Donc les mâles qui désireraient peaufiner leur image de marque doivent savoir qu'on porte désormais des caleçons, des bermudas, pas trop longs, dans ce genre-là. Vous regardez le maillot des hommes? Oui, ouais, je crois que ça a beaucoup d'importance. Tout ce qui est bikini, un petit peu dépassé, non? Les shorts et les bikinis. Il y a les comme moi, chic, puis il y a les autres, les petits maillots horribles, pas beaux. Mais si certains choisissent eux-mêmes, d'autres subissent l'influence de leur compagne et ne savent plus à quel sein se vouer. Ça dépend un peu de ma femme, vous comprenez. Des fois elle me lève le cou, des fois elle me lève le grand, alors c'est un peu elle qui choisit. Pour quelques esthètes, les maillots doivent ressembler à des paquets cadeaux. Il faut faire un bel emballage pour essayer de faire deviner les attraits positifs de la personne. Et quand vous regardez le maillot de bain des autres, des hommes ou des femmes, qu'est-ce que vous regardez? À 95%, je les trouve pas beaux. Quoi qu'il en soit, dans la rubrique Moi Tarzan, toi Jane, il reste sur les plages quelques irréductibles qui semblent bien décidés à n'en faire qu'à leur tête. En tout cas, demain, on pourra exhiber ces maillots de bain sur les plages, n'est-ce pas Brigitte Simonetta? Le temps est assez beau demain? Oui, on pourra encore. C'est vrai que dans l'ensemble, c'est assez beau, mais il y a un mais, on ne peut s'empêcher de remarquer que cet été est et reste indécis. Il s'affirme sur certaines régions et sur d'autres, il hésite. Regardez la photo satellite. On peut même dire franchement hésitant au nord où ce paquet de nuages n'a pas bougé et ne bougera pas sur le nord. Donc depuis 10 jours, il est là ce paquet de nuages. Hésitant également sur le sud-ouest, ces nuages ne se sont pas défaits cet après-midi et demain ils seront remplacés par ceux-là. Ils ne sont pas très méchants. Je vous rassure tout de suite, nous éviterons cette belle perturbation. Elle remontera et elle ira surtout toucher l'Angleterre et l'Irlande. Alors voici ce que cela nous donne sur la carte de demain. Un temps encore très nuageux sur la bordure nord et nord-est du pays, très nuageux avec de toutes petites éclaircies sur le sud-ouest et des risques d'orage car il fait très chaud. Un soleil éclatant de la Normandie au bassin parisien, au centre, Massif central, Bourgogne-Franche-Comté, Jura, Alpes du Nord et de la Bretagne aux Charentes, du Roussillon au sud du Massif central, au sud des Alpes, à la Côte d'Azur et à la Corse. Des nuages élevés, mais on peut et on doit encore parler de beau temps sur ces régions. Le thermomètre, je vous le disais, il est en hausse très sensible, de 22 à 28 degrés sur la moitié nord, de 29 à 34 degrés sur la moitié sud, maximum à Toulouse, et elles iront encore plus loin, ces températures, dans les jours prochains. Demain, dimanche 22 juillet, le soleil se lèvera à 6h10, se couchera à 21h42. Nous fêterons les Marie-Madeleine. Merci Brigitte, cette édition est terminée. Je vous retrouverai un petit peu après 23h pour la dernière édition du journal et le magazine Carte Postale. D'ici là, passez une excellente soirée.